Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une leçon particulièrement intrigante d'un cours en miracle. C'est la leçon 9. Et je vous préviens, elle va remettre en question de manière assez directe notre façon de percevoir la réalité. Voilà, l'idée centrale est là, posée d'emblée. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. C'est une affirmation qui paraît simple, mais qui est profondément déstabilisante. En gros, elle suggère que ce que nos yeux nous montrent, là, à cet instant précis, n'est pas la vérité. Comment est-ce possible? Si cette idée vous semble dérangeante, eh bien, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, le cours anticipe complètement cette résistance. Après tout, cette affirmation contredit directement tout ce que nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre toucher, nous disent à chaque seconde. Alors, comment on fait pour intégrer une idée aussi contre-intuitive? La méthode proposée, elle est vraiment à l'opposé de l'apprentissage classique. Ici, il ne s'agit pas du tout de comprendre pour ensuite agir. Non, il s'agit d'appliquer d'abord. Et là, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais pourquoi ?» À quoi ça sert de répéter une phrase si on ne la comprend pas? C'est justement là que la logique du cours devient vraiment intéressante. Voilà la clé. L'accent n'est pas du tout mis sur l'analyse intellectuelle. Pour cet exercice, la compréhension, elle n'est pas juste secondaire. Elle n'est pas requise du tout. La seule, unique chose qui compte, c'est l'application. Donc le point qui est crucial, c'est que le fait d'admettre son incompréhension n'est pas un échec. C'est en fait la toute première étape nécessaire. C'est une condition préalable pour commencer à démanteler les idées fausses qu'on tient pour acquises. C'est un peu comme vider une tasse avant de pouvoir la remplir de nouveau. Bon alors, concrètement, comment on applique cette idée? L'exercice est très structuré, mais en même temps, il est volontairement simple à mettre en œuvre. Pas besoin de prévoir de longues sessions de méditation. Non, il suffit de 3 ou 4 petites pauses dans la journée. L'objectif, ce n'est pas de s'épuiser, mais plutôt d'intégrer de brefs moments de pratique consciente au fil des heures. Le processus est très méthodique. D'abord, on observe simplement ce qui nous entoure. Puis, on choisit un objet, n'importe lequel, et on applique l'idée. On commence par ce qui est tout près, et ensuite, petit à petit, on élargit son champ de vision. Par exemple, si on regarde un objet sur son bureau, comme cette machine à écrire, l'application est littérale. On nomme l'objet et on répète la phrase, sans essayer de l'analyser, sans la juger. On fait la même chose avec un autre objet, un téléphone par exemple. La répétition, c'est vraiment essentiel. Le but, ce n'est pas d'avoir une révélation sur l'objet lui-même, mais de s'habituer à appliquer cette nouvelle idée de façon presque mécanique et neutre. Et ce point est crucial. L'exercice ne concerne pas seulement les objets extérieurs. Il faut aussi l'appliquer à son propre corps, son bras, sa main. Absolument rien n'est exclu du champ de cette réévaluation de la perception. Pour que cet exercice fonctionne, il y a quelques règles qui sont absolument essentielles à respecter. Elles sont là pour s'assurer que la pratique reste pure, qu'elle ne soit pas déformée par nos habitudes mentales. Il y a 2 règles principales. Premièrement, ne faire aucune distinction. Que ce soit un stylo, une tasse, son propre corps, tout est traité de la même manière. Deuxièmement, ne rien exclure intentionnellement. Si le regard se pose sur quelque chose, même si ça nous dérange, il faut l'inclure. C'est un exercice de netteté radicale. Mais alors, à quoi rime tout ça? Si la compréhension n'est pas le but dans l'immédiat, quel est l'objectif final de cet exercice qui a l'air en apparence si absurde? La métaphore que le cours utilise, c'est celle de la lumière et de l'obscurité. Chaque répétition de la phrase, même si elle semble mécanique, est comme un petit pas qui dissipe un peu plus les ténèbres de notre esprit. Ça prépare le terrain pour la clarté. L'objectif final, c'est donc un nettoyage de l'esprit. L'exercice est conçu pour balayer les débris de nos idées préconçues, de nos jugements, de tous ces souvenirs du passé qui colorent notre vision du présent. Il s'agit de faire de la place pour qu'une compréhension authentique puisse enfin émerger. Ce qui nous laisse avec une question finale, une pensée qui résume parfaitement toute cette leçon. Et si, pour vraiment voir, la toute première étape n'était pas de chercher la lumière, mais d'admettre humblement qu'on regarde le monde à travers un filtre d'obscurité? C'est une pensée qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Bon, décortiquons un peu tout ça. Aujourd'hui, on a devant nous une exploration qui a vraiment le potentiel de secouer pas mal de nos certitudes. Ah, ça c'est clair. On s'attaque à un morceau assez massif aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, on plonge au cœur d'un document qui est tout à fait singulier. C'est un extrait vraiment fascinant tiré du texte connu sous le nom de Un cours en miracle. Tout à fait. Et plus précisément, la leçon 9 si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Et c'est un texte qui ne prend pas de gants, quoi. Dès la toute première ligne, il pose une affirmation qui a le don d'arrêter net n'importe quel train de pensée. Oui, ça ne passe pas par 4 chemins. Non, vraiment pas. La phrase est la suivante, écoutez bien. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Juste ça. C'est percutant.
C'est une seule phrase, d'une simplicité apparente, mais qui porte en elle un potentiel de remise en question absolument massif. Complètement massif. Et ce qui est fascinant ici, c'est la mission même de cette analyse. Notre but aujourd'hui, c'est véritablement de comprendre comment ces mots nous invitent à déconstruire notre perception quotidienne. Et de A à Z en plus, c'est pas juste un petit ajustement de perspective. Non, pas du tout. Le détail crucial ici, c'est que l'approche qu'on nous propose ne passe pas par un débat philosophique complexe. Il n'y a pas de jargon métaphysique à décrypter pour commencer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est sûr. Au contraire, on nous propose une pratique pure, radicale et disons-le, potentiellement très inconfortable. C'est une méthode d'une concrétude redoutable pour défaire ce que le texte considère comme des illusions perceptives. L'objectif de notre échange, c'est vraiment de voir ça comme un exercice intellectuel et perceptif intense. C'est conçu pour un esprit qui est prêt à remettre en question ses propres fondations. Mais attendez, c'est justement là que je trouve qu'on entre dans le vif du sujet, et d'une manière assez paradoxale. Ah oui, par rapport à la compréhension, hein. Exactement. Le texte commence par une mise en garde. Il mentionne que cette affirmation découle d'exercices précédents, mais il ajoute une chose étonnante. Il dit que, même si on accepte cette idée intellectuellement, ça ne signifiera probablement rien au début. Et c'est là que ça bloque souvent pour beaucoup de gens. Bah oui, parce que l'instruction qui suit m'a fait tiquer. Il est stipulé qu'à ce stade précis, il n'est tout simplement pas nécessaire de comprendre. C'est presque contre nature. C'est très contre-intuitif, en effet. Comment on peut appliquer un principe de déconstruction de la réalité sans avoir d'abord saisi intellectuellement comment ça marche? On nous demande littéralement de mettre notre besoin de rationaliser sur pause. Je suis fascinée par cette idée. Il y a une raison psychologique et logique très profonde derrière ça. L'ignorance consciente, le fait de ne pas savoir, est positionné ici comme un outil de travail. Pas comme un défaut alors. Exactement, ce n'est pas une lacune à combler. Reconnaître que l'on ne comprend pas devient le préalable indispensable pour défaire les idées fausses. Parce qu'on est tous coincés dans une sorte de boucle logique, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Le texte dénonce cette boucle. Il précise bien que ces exercices visent exclusivement l'application et non la compréhension. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas besoin d'appliquer ce que l'on comprend déjà. Ça a du sens dit comme ça. Si nous essayons de comprendre un concept qui est censé bouleverser notre vision du monde, tout en utilisant les outils et les filtres de notre vision actuelle du monde, on tourne en rond. C'est comme présumer que notre système d'analyse actuel est capable de juger de sa propre invalidité. Ah, je vois. C'est un peu comme essayer de nettoyer des lunettes extrêmement sales en utilisant un chiffon qui est tout aussi sale, tout en espérant que la vision finira par s'éclaircir par magie. On ne fait qu'étaler la boue différemment. C'est une excellente métaphore. Le chiffon sale ne peut pas nettoyer le verre sale. Donc, si je saisis bien, l'injonction est très claire. Il faut arrêter d'essayer de voir clair avec nos anciens outils et se contenter d'appliquer la formule aveuglément. Oui, appliquer sans juger. Mais j'imagine que notre cerveau ne se laisse pas court-circuiter aussi facilement, non? D'ailleurs, la source ne cache pas que cette approche va provoquer des frictions. Le texte est très lucide là-dessus, oui. Il souligne la difficulté, pour ce qu'il appelle un esprit inexercé, de croire que ce qu'il se représente n'est tout simplement pas là. Les mots sont forts, on parle d'une idée qui peut être fort troublante et rencontrer une vive résistance sous de nombreuses formes. Cette notion d'esprit inexercé mérite vraiment qu'on s'y arrête un instant. Biologiquement, psychologiquement, l'esprit humain est une machine perfectionnée pour créer de la certitude. Pour nous rassurer, en gros. Pour notre survie, carrément. Dès la seconde où nos yeux s'ouvrent le matin, notre cerveau étiquette, catégorise et fige la réalité pour nous permettre d'interagir avec elle sans être complètement submergé. Oui, sinon ce serait un chaos constant d'informations. Voilà. Si nous regardons une tasse de café, le cerveau l'étiquette instantanément. C'est un récipient, c'est chaud, c'est liquide, c'est le réveil. On ne se pose même pas la question. Demandez à cet esprit de regarder un objet usuel, disons le téléphone posé sur la table, et d'accepter sincèrement que la représentation mentale de cet objet est fausse, c'est aller à l'encontre de millions d'années d'évolution. Ah oui, vu comme ça, on comprend mieux la fameuse vive résistance. Elle est non seulement anticipée, mais garantie. La peur sous-jacente, c'est vraiment la peur du vide. Si la réalité perçue n'est pas telle qu'elle est maintenant, sur quoi l'esprit peut-il s'appuyer pour ne pas sombrer dans le chaos? Fait le vertige total. J'imagine très bien la scène. Fixer le volant de sa voiture ou son clavier d'ordinateur pendant 3 minutes, en se répétant que ce qu'on voit n'est pas là tel qu'on le voit, ça doit sembler complètement fou de l'extérieur. Et de l'intérieur, c'est une perte de repère massive. Mais ce qui est rassurant, ou du moins implacable, dans la méthode, c'est qu'il est précisé que cette résistance n'empêche pas du tout d'appliquer l'idée.
C'est la beauté froide de la consigne. On n'a pas besoin d'y croire pour le faire. Rien de plus n'est requis qu'une application mécanique. Et c'est à ce moment-là que le texte introduit une image que je trouve très marquante. Il parle de faire un petit pas pour dissiper les ténèbres. Il explique que la véritable compréhension finira par éclairer l'esprit, mais seulement une fois que celui-ci aura été débarrassé des débris qui l'enténèbrent. Le terme débris est d'une puissance visuelle incroyable pour décrire nos pensées. L'utilisation du mot débris est brillante pour illustrer cette surcharge cognitive dont on parlait. Ça suggère que la véritable vision de la réalité, la lumière pour filer la métaphore du texte, est déjà présente. Elle frappe à la porte. Elle attend juste qu'on fasse de la place, en fait. Exactement. Le problème, c'est que l'espace intérieur est saturé de déchets. Nos jugements accumulés, nos souvenirs, nos définitions rigides, nos préférences. Tous ces filtres qu'on superpose à la réalité. C'est ça. L'exercice ne consiste donc pas à créer une nouvelle réalité ou à allumer une lumière magique, mais simplement à prendre une pelle et à évacuer les obstacles. Une sorte de grand ménage de printemps de l'esprit. Et ce nettoyage ne demande pas une retraite silencieuse de 10 ans sur une montagne. Le cadre temporel est étonnamment court. Le texte mentionne que 3 ou 4 périodes d'entraînement suffisent. C'est présenté comme une intervention chirurgicale, très brève, très ciblée, mais qui opère une coupe nette dans le tissu de nos illusions perceptives. C'est tout à fait l'impression que ça donne. Surtout quand on regarde la méthode d'application concrète. La consigne est d'une simplicité désarmante au premier abord. Il faut balayer du regard ce qui nous entoure et appliquer l'idée à tout ce sur quoi les yeux se posent. Mais il y a des règles absolues. Et elles sont strictes. Ne faire aucune distinction. Voilà. Premièrement, aucune distinction. Et deuxièmement, ne rien exclure. Le texte fournit des exemples spécifiques, très ancrés dans la matière. Il propose de commencer par ce qui est physiquement proche. Les phrases données en exemple sont « Je ne vois pas cette machine à écrire telle qu'elle est maintenant » ou encore « Je ne vois pas ce téléphone tel qu'il est maintenant ». On est vraiment sur de l'objet de bureau ou du fonctionnel. Jusque-là, oui. Mais la phrase suivante fait un bond énorme. La consigne devient « Je ne vois pas ce bras tel qu'il est maintenant ». On passe de la machine à écrire à son propre corps. C'est un saut incroyable. Cette transition est vraiment le point de bascule de tout l'exercice. Commencer par des objets utilitaires extérieurs permet de s'échauffer. Une machine à écrire ou un téléphone sont définis par leur fonction. On n'y est pas trop attaché émotionnellement. En appliquant l'affirmation à ces objets, on commence à décoller l'étiquette fonctionnelle doucement. Mais le passage à ce bras franchit une frontière psychologique monumentale. On quitte l'environnement inanimé pour attaquer l'identification corporelle. C'est demander au cerveau d'accepter que le véhicule physique que nous habitons, ce bras qui bouge et qui sent, est soumis exactement à la même illusion, au même filtre déformant que le morceau de plastique sur la table. L'absence totale de distinction exigée force l'individu à regarder l'intime et le vital avec le même détachement radical que l'inanimé et le trivial. C'est vertigineux quand on y pense, regarder sa propre main et se dire sérieusement que la représentation que j'en ai est fondamentalement biaisée. C'est un exercice de détachement très puissant. Et pourtant, la progression ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a traité l'environnement immédiat et le corps, la directive demande d'agrandir le champ visuel. Et là encore, les exemples choisis semblent anodins au début, puis ils frappent un grand coup. On lit « Je ne vois pas ce porte-manteau tel qu'il est maintenant ». Ensuite, « Je ne vois pas cette porte telle qu'elle est maintenant ». Toujours dans le fonctionnel, mais plus loin. Mais la phrase suivante m'a vraiment fait l'effet d'une claque. « Je ne vois pas ce visage tel qu'il est maintenant ». Traiter un porte-manteau et un visage humain dans le même souffle, avec la même rigueur analytique, l'impact psychologique de cette absence de distinction est colossal. Si nous relions cela à une perspective plus large, il y a une raison pour laquelle le visage est placé à ce stade de l'exercice. C'est ici que l'approche révèle son ambition de déconstruction totale. Parce qu'un visage, c'est tellement plus qu'un objet. Un visage humain est probablement l'élément visuel le plus saturé de signification qui existe pour notre espèce. L'esprit ne perçoit presque jamais un visage comme un simple assemblage de chair, d'os et de peau. Non, bien sûr. C'est une architecture émotionnelle complète. Ça déclenche des souvenirs, des traumatismes, de l'amour, de l'animosité, des attentes sociales. Nous voyons en réalité notre propre projection. Nous voyons notre propre histoire avec cette personne, bien plus que ses traits physiques réels. En exigeant d'appliquer l'affirmation « Je ne vois pas ce visage tel qu'il est maintenant », on nous ordonne de suspendre d'un coup toute cette charge émotionnelle et historique. Le texte nous met face à une évidence brutale, au final.
Ces débris qui encombrent l'esprit ne brouillent pas seulement notre vision des objets neutres. Ils enténèbrent surtout et avant tout la façon dont nous percevons nos semblables. Et c'est là que la résistance devient la plus forte. C'est d'une difficulté inouïe. On peut facilement accepter que notre perception d'une agrafeuse soit limitée. Ça ne menace pas notre ego. Mais regarder le visage d'un proche, ou même son propre reflet dans un miroir, et admettre qu'on ne le voit pas tel qu'il est, tout notre être veut hurler à l'erreur. Et c'est précisément pour cette raison, pour contrer cette panique, que la dernière partie du document met en lumière un danger spécifique de sabotage. L'instruction précise bien qu'il ne faut pas faire un inventaire maniaque de la pièce pour tout inclure. Ce n'est pas le but de tout lister. Non, ce serait un exercice épuisant et inutile. C'est le piège principal. L'avertissement est formulé comme un vrai appel à la rigueur. Il dit « Assure-toi d'être honnête envers toi-même en faisant cette distinction. Tu pourras être tenté de l'obscurcir. » Ce concept d'exclusion express, c'est la clé de voûte de l'intégrité de cette pratique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'esprit balaye une pièce. Il applique volontiers la règle au sol, au plafond, à la chaise. Aux choses sans importance. Voilà. Puis le regard croise, disons, la photographie d'un enfant sur le bureau ou une alliance au doigt. Soudain, un mécanisme de défense invisible s'enclenche. Le cerveau dit « non, pas ça ». L'exercice s'applique au reste, mais cette chose-là est trop importante. Elle est réelle telle que je l'aperçois. Et c'est ça, l'exclusion express. C'est créer un sanctuaire illusoire. L'insistance sur le netteté n'est absolument pas une question de moralité ici. C'est une question de méthodologie, presque scientifique. Le texte prévient que l'ego est prêt à fausser l'expérience pour protéger ses attachements les plus profonds. C'est un instinct de survie de l'identité, au fond. L'esprit conditionné veut bien jouer le jeu de la philosophie déconstructive avec des concepts abstraits ou des objets lointains, mais il déploie un bouclier d'énergie massive dès qu'on touche à ce qui le définit émotionnellement. Il veut protéger ses fondations. La tentation d'obscurcir la règle, c'est se dire que nos attachements échappent aux règles de la perception humaine. En interdisant strictement cette exclusion, on ferme toutes les portes de sortie. L'exercice agit comme un solvant universel. Mentir à la méthode, en épargnant tel objet ou telle personne, c'est volontairement conserver des poches de débris, des zones d'ombre dans l'esprit. Et ça annule tout le processus de nettoyage. Absolument. Autoriser une seule exception, c'est valider tout le système de croyance qui a construit cette exception en premier lieu. C'est admettre que la perception habituelle a parfois raison. Ce qui invalide la prémisse même de l'exercice. Exactement. L'exigence de n'exclure rien expressément est ce qui garantit que l'exercice frappe au niveau structurel et non pas juste en surface. C'est un désapprentissage qui ne tolère aucun compromis pour être efficace. Alors qu'est-ce que tout cela signifie si l'on prend un moment pour respirer et rassembler les morceaux de cette analyse? Nous sommes partis d'une simple ligne de texte. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Une provocation apparente? Une provocation qui cache une méthode redoutable. Et de là, on découvre un mode d'emploi d'une précision chirurgicale pour remettre à zéro le système d'exploitation de notre esprit. Le parcours nous demande de renoncer à comprendre avant d'agir. Il nous prévient que notre cerveau va ruer dans les brancards pour défendre ses certitudes. Et il nous offre un protocole allant du téléphone posé là jusqu'au visage qui nous fait face. Tout en exigeant une honnêteté brutale pour ne ménager aucun sanctuaire personnel. C'est fascinant de voir comment une si petite directive peut ambitionner un tel raz de marée psychologique. Si l'on cherche à synthétiser la valeur de cette approche pour le monde de l'apprentissage en général, on touche à un principe vraiment puissant. La véritable ouverture d'esprit ne consiste pas, ici, à ajouter de nouvelles données sur un disque dur déjà plein. Il faut d'abord formater le disque. Elle commence par un aveu d'aveuglement, que ce soit face à la banalité d'un porte-manteau ou face à la complexité d'un être humain, la certitude écrasante de savoir ce que nous avons devant les yeux est le mur principal qui bloque la perception véritable. C'est un mur qu'on a nous-mêmes construit. L'idée forte véhiculée par ces instructions, c'est que pour percevoir du neuf, il faut purger l'ancien. Et cette purge ne passe pas par la réflexion analytique de nos erreurs, mais par la répétition mécanique du constat de notre propre inaptitude à voir le monde tel qu'il est. C'est déblayer l'espace pour laisser entrer quelque chose d'autre. C'est affronter volontairement le vide temporaire pour nettoyer la pièce, en fin de compte. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'attarde pour finir.
Une réflexion qui prolonge les fondations de cet exercice pour imaginer ce qu'il y a derrière. Je vous écoute, c'est le moment de voir plus loin. Car la promesse implicite de cette méthode de déblayage perceptif soulève une question vertigineuse. Imaginons que le processus réussisse parfaitement. D'accord. Si le simple fait de balayer l'environnement du regard, en appliquant systématiquement ce refus de l'idée préconçue, permet d'évacuer tous ces fameux débris, à quoi ressemblerait le monde la seconde précise où le tout dernier débris serait balayé? C'est la grande inconnue. À quoi ressembleraient les couleurs d'une rue, la forme d'un objet usuel ou les traits d'un visage familier, une fois que la totalité du filtre de nos projections humaines serait tombée? Si nous ne voyons rien tel que c'est maintenant, que verrons-nous au moment précis où nous verrons enfin les choses telles qu'elles sont? La perception céderait-elle la place à une réalité entièrement nouvelle? C'est une question immense à garder en tête bien après cette exploration. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.